Bonjour, je suis Madame Hillel, professeure de psychosociologie. Aujourd'hui, je vous présente une séquence vidéo sur qu'est-ce que c'est que la psychologie. Donc, nous allons essayer de cerner cette discipline pour que vous compreniez un petit peu comment nous allons travailler cette année. Alors, pour comprendre, nous allons comparer la psychosociologie à deux autres disciplines que sont la psychologie et la sociologie, que vous connaissez peut-être, vous en avez déjà entendu parler. Alors, la psychologie a pour objet d'étude ou bien pour unité d'étude l'individu, c'est-à-dire qu'elle va travailler sur le fonctionnement interne privé de l'individu, libéré de toute influence de l'environnement social. Quant à la sociologie, son objet d'étude est le groupe. Et enfin, donc la psychosociologie va un petit peu se retrouver entre les deux. La psychosociologie va avoir comme unité d'étude les interactions qui vont se produire dans les groupes. Alors, elle va étudier les processus psychosociologiques observables, ce qui va aider à comprendre comment les individus agissent quand ils font partie d'un groupe. C'est une science qui va étudier les phénomènes sociaux et les interactions qui se produisent dans un groupe. Autrement dit, elle va étudier donc la conduite et le fonctionnement mental d'un individu, c'est-à-dire en fait comment il pense, qu'est-ce qu'il sent, comment il se comporte, comme conséquence de son environnement social. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire là. Je viens de dire que c'était une science. Alors, on va un petit peu voir pourquoi c'est une science. Dans les disciplines scientifiques, donc nous avons les sciences exactes et les sciences non exactes. Alors, les sciences exactes comme les mathématiques ou bien la physique sont des sciences qui vont avancer des lois qui ont un grand degré de certitude. Quant aux sciences non exactes, ce sont des sciences qui vont travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'observation. Alors, à partir de l'observation, on va faire des propositions, puis nous allons formuler des hypothèses, puis nous allons expérimenter, nous allons démontrer et enfin nous allons conclure. Il y a des degrés de validité des conclusions que nous tirons. Alors, la validité, bien sûr, va tenir compte d'un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire le choix de l'échantillon, de l'environnement, de la répétition de l'observation, etc. Le degré de validité n'atteint jamais 100%, mais si, par exemple, nous faisons une expérience et qu'elle se répète à 80% chaque fois, donc on va estimer qu'elle a un degré de validité qui est important. Alors, vous êtes économiste, donc vous savez qu'est-ce que c'est en fait que les sciences non exactes, puisque l'économie elle-même est une science non exacte. Vous avez l'habitude, donc par exemple, lorsque vous avez travaillé sur votre mémoire de licence, vous avez travaillé en général sur une enquête. Vous avez utilisé l'enquête comme outil d'observation, mais vous savez aussi qu'il existe des études de cas, qu'il existe aussi la revue de littérature, donc on va lire un petit peu ce qu'ont écrit les auteurs avant nous. Et puis, on travaille également sur des données secondaires, c'est-à-dire des éléments qui ont été observés par d'autres chercheurs avant nous. Et enfin, il y a l'expérience. L'expérience, on ne vous a peut-être jamais demandé d'expérimenter un phénomène, mais bon, l'expérience demande une certaine rigueur. Je dirais que c'est un procédé ou un processus pour démontrer ou confirmer une hypothèse, en fait confirmer ou infirmer. L'hypothèse, c'est une phrase formulée de manière positive, c'est-à-dire que c'est comme si on partait du principe que c'est ce que nous allons trouver, mais à la fin de notre recherche, donc on dit soit on a confirmé l'hypothèse, soit on l'infirme, donc
on va la contredire. Alors, comme exemple d'hypothèse, il s'agit d'une hypothèse qui a été travaillée par un auteur que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, par exemple, en présence d'autrui, notre comportement change. Alors, il y a une variable dépendante et une variable indépendante. Alors, la variable indépendante, c'est la présence d'autrui. Voilà, parce que c'est le chercheur qui décide que quelqu'un sera avec nous. Est-ce qu'on sera avec 1, 2, 3, 4 personnes, etc. Avec qui? Des personnes âgées, moins âgées, et ainsi de suite. Et ce qui va changer, c'est notre comportement. Donc, ce sera l'objet d'étude, c'est comment ce comportement va changer. On va bien sûr travailler sur l'effet entre la variable indépendante sur la variable dépendante. L'auteur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Triplet, qui est un auteur du XVIIIe siècle, qui est d'abord un sociologue, et qui par ses expériences et son travail donc a été le précurseur de la psychologie sociale ou la psychosociologie. Alors Triplet a examiné les registres officiels des courses vélo et a observé que la vitesse moyenne des cyclistes était approximativement 20% plus élevée quand les cyclistes pédalaient avec d'autres que quand ils pédalaient seuls. Alors bien sûr, ce sont des données secondaires, c'est-à-dire il n'a pas assisté à la course, il n'a fait que donc noter ce que d'autres avant lui ont écrit. Et alors il a observé les temps suivants donc pour des courses d'environ 40 km. Lorsque le coureur courait seul, il roulait à 39 km par heure. Lorsqu'il était accompagné par son coach ou par son entraîneur, il roulait à la vitesse de 50 km par heure. Et quand il roulait avec ses pairs, donc avec d'autres coureurs, il atteignait la vitesse de 52 km par heure. Donc, il en a conclu que, en présence d'autrui, donc le comportement de l'individu pouvait changer. Alors, pour réellement conclure sur cette hypothèse-là, il a voulu vérifier lui-même et donc il a regroupé une quarantaine d'enfants à qui il a demandé de rembobiner un fil de pêche. Alors, il a demandé d'abord aux enfants seuls de rembobiner le fil de pêche et ensuite par paire, aux enfants à travailler par paire. Alors, quand les enfants travaillaient seuls, donc la moyenne était de 39 secondes 39 qu'il fallait pour rembobiner le fil, et en présence des autres enfants, les enfants mettaient 37 secondes 42. Donc, il a ainsi montré l'effet de la présence d'autrui sur le comportement des participants. Je vous présente d'autres expériences qui ont été menées. Ce sont des expériences qui restent encore d'actualité. Alors, par exemple, on va travailler sur la poupée Bobo d'Albert Bandura, qui a travaillé sur la violence et l'agression. Alors, il a voulu montrer que la violence et l'agression s'apprennent par imitation ou par mimétisme. Alors, cette expérience, donc, elle est encore utile, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, on l'utilise pour évaluer dans quelle mesure l'exposition à un contenu violent, par exemple dans les médias, va influencer le comportement agressif des téléspectateurs. Et notamment, par exemple, les enfants qu'on va laisser devant un film violent ou un film d'horreur, ou les laisser jouer durant de très longues heures à des jeux vidéo très, très violents. Alors, je vous donnerai le site pour mieux travailler sur cette expérience. Et puis, nous reviendrons par la suite sur cette expérience. Bien, ensuite, nous avons la troisième expérience que je vous présente, c'est la prison de Stanford, où Philippe Zimbardo a demandé à des étudiants universitaires de jouer des rôles ou de prisonniers ou de gardiens dans une prison artificielle. Alors, c'est intéressant de voir jusqu'à quel point
sont arrivés les étudiants qui ont joué le rôle de gardien pour satisfaire, on va dire, leur instructeur et ont été très violents. Alors, je vous propose des sites pour voir ces expériences, mais je pense que vous pouvez les trouver sur d'autres sites. Alors maintenant, ce que je vous demande de faire à partir de ces expériences-là, c'est de comprendre comment l'hypothèse a été vérifiée et pourquoi on considère que les conclusions sont fiables. Maintenant, par rapport à l'histoire, je vous donne un tableau, on va dire, un petit peu récapitulatif, qui démarre dans la décade de 1890-1900, avec Triplett, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Triplett est considéré comme on va dire le pionnier de la psychosociologie. Et alors, je vous invite à bien regarder ce tableau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les choses ont évolué, comment les concepts ont été découverts et les apports, justement, par rapport à l'entreprise, qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise. Alors, si je prends un exemple, l'exemple de Dougal, par exemple, qui a travaillé sur la conduite et le résultat des instincts, ou bien Ross qui parle de la conduite sociale par imitation et par suggestion. Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans l'entreprise? Donc je vous laisse lire tranquillement ce tableau. Dans le tableau, évidemment, il n'y a que des auteurs occidentaux, mais dans la réalité, il y a beaucoup d'auteurs arabes aussi qui ont beaucoup influencé la psychosociologie, dont le plus connu qui est Ibn Khaldoun. Il y a aussi Ibn Hazm, il y a Ibn Abi Zar, Razi, Ibn Khatib, Ibn Azraq, etc. Il y a énormément d'écrits provenant d'auteurs arabes. Alors, et d'ailleurs, un auteur occidental, français, Olivier Carré, dans un article nommé à propos de la sociologie politique d'Ibn Khaldoun, qu'il a publié en 1973 dans la Revue française de sociologie, il voit Ibn Khaldoun comme le précurseur de Machiavel, de Montesquieu, d'Auguste Comte, de Marx ou de Weber. Voilà, donc je vous laisse voir et revoir cette vidéo, venir avec vos questions et nous reviendrons par la suite sur l'analyse que je vous ai demandé de faire. Voilà, à bientôt sur une prochaine vidéo.